Lauren the Storyteller. Bonjour tout le monde, c'est Lorraine. Ça fait un petit moment, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi pour cette qualité, j'ai mes deux micros qui m'ont lâché, bien sûr, quand je décide de reprendre un podcast. Alors, du coup, on doit se contenter de mon casque. Alors, j'entends bien que c'est pas la meilleure des qualités, mais c'est l'unique moyen pour moi de rester constante and consistent. Alors, c'est la rentrée! Point d'exclamation. Ça, c'est les titres des vidéos YouTube. Je rigole. Alors, je vous avais préparé tout un contenu rentrée avec des nouveaux créateurs à suivre, etc., etc. Mais je ne retrouve plus mes fiches d'analyse. Ça fait 2 heures que je les cherche et je ne trouve pas. Donc, ça va être un tout petit radio débrief où je vais survoler un peu ce qui se passe en ce moment, en sachant que plus j'y réfléchis, plus je me demande si ça a un intérêt de donner mon avis sur tout ce qui se passe de manière purement mainstream. Alors, justement, je voulais parler de la saturation du contenu. J'en ai déjà parlé avant. J'ai un autre podcast prévu dessus. En fait, c'est vrai que même moi, je vais pas vous mentir, des fois je me demande de l'intérêt de continuer ce podcast parce que, on est à une ère de l'histoire où il n'y a jamais eu autant de contenu, à la fois très bon et à la fois très mauvais, à la fois plutôt médiocre et à la fois plutôt moyen en fait. Et malgré les différents niveaux de qualité, tout s'écoute et tout se vaut. Le truc qui m'étonne le plus, c'est de découvrir de plus en plus de youtubeurs ou même d'influenceurs de manière très hasardeuse et de voir 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. À chaque fois, je me dis, waouh, la personne, ça fait 15 ans qu'elle fait ça au fin fond de l'Arkansas et j'étais pas au courant en fait. C'est comme ça qu'il faut nettoyer son frigo. Enfin, je sais pas, je vous donne un exemple, mais ça me fait toujours très bizarre en fait. Je me rappelle une fois, je faisais un truc d'introduction pour un taf et il y a je ne vais pas rester longtemps dans ce truc, mais il y a un gars qui se présente et qui dit qu'il a démarré une chaîne sur le fait de visiter des petites villes et, euh, et qu'il gagne de l'argent avec ça. Il avait à peine la vingtaine, je suis allée voir la chaîne et effectivement, il filmait toute la journée des villes perdues. Voilà, c'était sa chaîne YouTube et il avait plein d'abonnés et ouais, effectivement, il faisait ses thunes, quoi. Donc c'est toujours aussi incroyable pour moi, pour une plateforme qui a été créée quand même en 2006 et autant on en consomme toujours autant parce que tous les musiciens mettent leur musique dessus, les vidéos, les tutoriels, les how to's et cetera. Autant des fois des choses hyper obscures sont quand même sur la plateforme. La dernière fois, j'ai regardé, mais je sais plus, je cherchais un truc du style comment nettoyer une partie spécifique du four, ou je sais plus, comme un truc hyper précis, et j'ai trouvé toute une chaîne là-dessus. Et en fait, je me suis dit, waouh, enfin, on a vraiment une ère de l'histoire où il n'y a jamais eu autant de contenu. C'est un truc de ouf. Donc, du coup, ouais, ça m'a questionné sur l'utilité de ce podcast où je me suis dit, mais en fait, il y a déjà tout qui est disponible en ligne. Donc, vraiment, est-ce que je rajoute ma pierre à l'édifice? Je ne suis pas sûre. Voilà, pour être très honnête. Je voulais parler de Tyler, the Uppity African, notamment toute la débâcle qu'il y a eu, où pareil, je me suis dit, est-ce que mon avis est pertinent sur le sujet? La seule chose que je dirais, c'est que, comment je peux dire ça de manière politiquement correcte? Alors en fait, pour le coup, j'ai regardé quelques vidéos d'analyse sur la question parce que je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant de bad buzz et ce genre de choses. Surtout venant de son public plus ou moins, qui est censé être le public cible, les Afro-Américains. Plus ou moins, hein. Parce que, bon, je vais vous dire après ce que je pense. Et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Là, il se passe tellement de choses dans l'industrie de la musique américaine et ça fait quoi
il y a une transformation complète, ces 20 dernières années et ça s'est accéléré sur les 5 dernières années. Donc je pense qu'on n'est plus du tout à l'ère où on avait des grosses superstars et elles étaient très nombreuses et on avait les yeux rivés sur les États-Unis. Quoique il y avait des stars qui venaient d'autres continents avant aussi, hein, bien sûr. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est plus le règne de MTV. Enfin, maintenant, tu peux vraiment choisir, toi, ce que tu décides de regarder et d'écouter, au point même qu'il y a pas mal d'autres franges de la culture, que ce soit française ou même, africaine ou américaine, dont je ne suis pas du tout, du tout, du tout au courant, en fait. Là, à part être dans la culture, noire internet, globalisée, si je fais pas des recherches, uniquement pour moi-même, encore plus niche ou encore plus avant-garde, il est rare que je me retrouve à avoir des goûts complètement différents de quelqu'un d'autre. Le nombre de fois où cette semaine j'ai dit: «Tu as vu ce qui se passe pour? Tu as vu ce qui s'est passé avec? Tu as vu le mème qui dit que? Tu as vu ce tweet qui dit?» et qu'à chaque fois, c'est-à-dire une dizaine de fois en une semaine, on m'a dit: «Ouais, ouais, non mais ouais, ouais». Et en fait, je me suis dit: «Voilà, t'as même pas besoin de suivre les gens dont je parle, ce sont des amis, hein, des fois plus ou moins proches. On se suit pas vraiment sur les réseaux sociaux, genre les Twitter et compagnie et on est tous au courant de la même chose sans regarder la télé, en fait. Et c'est pareil même pour des personnes qui sont, en Afrique de l'Ouest me concernant, ou même ailleurs dans le monde. Ce qui quand même me fait dire que je pense que ça fait un petit moment, mais là, c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a une rupture un peu avec Tyla, ou peut-être que je me trompe, où c'est fini la domination comme ça des États-Unis. Et je le répète, en ayant toujours des stars et des célébrités qui viennent d'autres pays. Enfin, tous les, tous les, toutes nos superstars africaines qui restent pendant 40 ans, 50 ans. Nos Youssou N'Dour, Salif Keita, Kofi, et cetera. Des gens qui font de la musique depuis littéralement très, très, très ouais, les gens qui font de la musique depuis très longtemps. Enfin, pour le Bénin, on a Zénab, on a Sessimé, on a Toufan pour le Togo, enfin, je vais pas citer toutes les stars africaines, quoi. Même Wizkid, au final, ça fait hyper longtemps, alors qu'il est encore relativement très jeune. Ils étaient là, même à travers toute cette époque-là et encore, je pense que c'est pas les meilleurs exemples, que j'ai donnés. Et il n'empêche que, oui, enfin, ils ont subsisté aux côtés de la domination occidentale en ayant leur propre audience et leur propre musique venant de leur pays, en fait. Par exemple, pour info, mais ça je le dirai dans un podcast qui sera dédié à ce voyage-là. J'étais en Colombie, je suis allée à Carthagène et là, qu'est-ce que je vois? Festival à la tête, d'affiche Mbilia Bel, une chanteuse congolaise et j'ai dit: «Voilà, en fait, en 2024, on a, Mbilia Bel qui a un festival, au Congo, en Colombie». Donc comme quoi, tu peux avoir ta petite carrière ou grande carrière, et faire quand même, festival et tournée. Et en fait, pourquoi je dis qu'il y a une rupture avec Tyla? Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'acharnement pour, une personne qui est aussi talentueuse, heu, à tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire qu'elle a le full package. C'est pas juste qu'elle chante bien, c'est pas juste qu'elle danse bien, c'est pas juste qu'elle est travailleuse. Enfin, elle est très, glam aussi, en fait et elle est très jolie et puis c'est parfait pour les petites filles qui veulent quelqu'un avec qui s'identifier et c'est parfait pour les plus grands qui veulent quelqu'un de plus ou moins talentueux avec un nouveau style musical en plus. C'est le package complet. Là, il y a pas mieux en termes de nouvelle arrivée dans l'industrie musicale et malgré ça, backlash, backlash, backlash dans tous les sens et typiquement, par exemple, les gens qui parlent de son comportement. Alors, moi, je vois pas spécialement de quoi il s'agit, en sachant que c'est l'industrie de la musique, on espère avoir des divas, premièrement et l'analyse que j'ai entendue, et c'est ça que je voulais vous partager, il y en a eu 2. La première, c'était, elle a pas le comportement typique des pop stars, hein, donc c'est Impressive, hein, vous connaissez Impressive, donc la youtubeuse qui fait du gossip. Qui dit que normalement tu viens, tu es déférente envers tes aînés, tu es un peu limite, tu t'excuses d'être là, tu es une petite, une première quoi, c'est le débutante comme on dit, tu débutes
dans cette arène et tu dois montrer, comment on dit? C'est quoi le terme? J'ai oublié, mais patte blanche, c'est ça, voilà et tu te soumets à tout ce qu'on te soumet, en fait. On te dit: «Fais ci», tu le fais, on te dit: «Fais ça», tu le fais et tu discutes pas trop et tu ouvres pas trop la bouche et tu et tu giggles comme on dit, tu rigoles un peu, gentiment et tu fais la mignonne. Alors que, alors qu'elle, c'est pas le cas du tout, d'après ce que les gens disent, hein. Moi, c'est pas du tout un avis personnel, je cite vraiment, tous les commentaires de tout le monde et typiquement, c'est le, entre guillemets, «incident» avec Usher où typiquement, enfin, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, n'importe qui a le droit, the agency en anglais, de refuser de danser avec Usher, heu, que ce soit enfin voilà, peu importe que ce soit Usher en fait, si tu avais envie de danser avec lui, tu as pas envie. C'est aussi simple que ça, peu importe que tu sois Tyla et je pense que déjà comme elle a l'image de la danseuse, donc excellente danseuse en plus avec le Bacardi, donc le Bacardi c'est le pas de danse qu'elle fait à chaque fois là. Bah, il y avait un peu ce truc que tout le monde s'attendait aller voir danser ensemble. C'est un danseur, c'est une danseuse, c'est logique, quoi. Alors que je me suis typiquement dit: «Elle a 21-22 ans, heu, pourquoi vous voulez qu'elle danse avec un tonton?» Alors on va me dire: «Non mais c'est cher». Non, c'est aussi un tonton, en fait. Je veux dire, il faut juste se mettre à sa place, quand tu as la vingtaine et que tu as un homme de quel âge il a Usher? Autour de 50 ans, que ce soit avant ou après, qui veut, te whiner dessus, déjà qu'on se retrouve à devoir faire ça de manière, involontaire dans le RER. C'est pas drôle encore une fois, mais on va pas en plus imposer ça consciemment sous, les caméras de tout le monde, en fait et j'ai pas compris que les gens n'aient pas aimé ça et dans la première analyse, là, ils disent q enfin, elle disait, hein, entre autres, il y a d'autres personnes que j'ai lues qui ont dit ça, que, oui, enfin voilà, c'est un peu on t'invite à notre table et je pense que c'est un peu comme ça que les Afro-Américains se sentent. On t'invite à notre table, bon, bah, poliment, tu prends le pain, tu passes le sel, tu manges dans le sens des couverts, n'oublie pas l'entrée, ne mange le fromage, que tu faim ou non, que tu sois allergique à certaines choses ou non. Voilà, c'est tu payes tes respects, en fait. C'est un peu j'ai l'impression que c'est ça qu'elle voulait dire. Heu, donc moi, je vous ai répondu, hein, à ce qu'elle vient de dire, c'est que, bah, elle est pas obligée. Premièrement, elle est pas obligée parce que, ma théorie, c'est qu'elle a assez de talent, en fait, pour ne pas avoir à faire ça et c'est un peu controversé ce que je dis, mais c'est la vérité. Je veux dire, je pense que si c'est quelqu'un de c'est bizarre ce que je veux dire, mais beaucoup moins talentueux et il y en a pléthore qu'on a laissé passer ces 10 dernières années, bah, tu as aussi le droit de ne pas vouloir, hein, qu'on se comprenne bien, hein, je ne force personne à faire quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de bon, vas-y, ça va faire plaisir à tout le monde, ça fait du fan service, comme on dit, ça fait plaisir aux fans. Ça fait un truc un peu buzz, pour moi, en sachant que de toute façon, je n'écris pas, je chante pas très bien, je sais pas danser et mon image est pas top. Ce qui est le cas de pas mal de célébrités, en fait, de cette industrie, même dans la région, justement, nouveau R&B, hip-hop et compagnie, quoi. Je dis pas que tu es obligé. Ce que je dis, c'est qu'elle peut se permettre de refuser non seulement en tant que personne qui a une dignité humaine, mais aussi, bah, en fait, je suis pas obligée de me soumettre à tous vos délires là. J'ai déjà prouvé que I was here to stay, je suis là pour rester, je suis assez bonne, j'ai assez de talent, donc laissez-moi tranquille et je pense que ça leur déplaît. En plus du fait que, ouais, elle a l'air d'avoir beaucoup de personnalité et que ça leur donne l'impression qu'elle est pas reconnaissante et qu'elle est pas malléable et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que typiquement avec personnellement, plusieurs fois, je sais pas si c'est la prude en moi ou l'âge, j'en sais rien, ou des fois même quand j'étais plus jeune, je voyais des mélanges, des trucs, des scènes et je me disais: mais mais pourquoi à une fête de quadragénaires, il y a Justin Bieber? Voilà. Pourquoi il y a, comment il s'appelle? Lil Twist, hein? Dans le bus de Young Money. Pourquoi? Pourquoi? J'ai toujours trouvé ça étrange. Le fait qu'il y ait pas de boundaries ou de frontières entre
entre les âges, même si c'est l'industrie du divertissement, en fait. Même des fois, je regardais des clips et je me disais: «Mais ils dansent ensemble, ils ont pas le même âge». Et c'est pas ils dansent, voilà, ils dansent à côté l'un de l'autre, c'est ils se frottent dessus, 60 je rigole. Mais et en fait, j'essaie de justifier ça en me disant: «Bon, c'est une culture de danseurs, enfin, la culture des danseurs, pas la culture américaine est une culture de danseurs». Où je me disais aussi: «Bon, bah, c'est des célébrités, peut-être qu'ils ont, comme, Jay-Z adore dire, la licence créative de faire ça». Mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, en fait, et pas juste en termes de enfin, déjà, l'écart d'âge, oui, mais aussi de public, de statut. C'est-à-dire que, je veux dire, par exemple, si on a, je sais pas, une artiste, qui fait du pur R&B et une artiste qui fait, de la pop électro et qu'elles se retrouvent à danser ensemble, bah, un très bon exemple, c'est Victoria Monet, Tiana Taylor, mais elles ont un peu le même profil social. Mais prenons quelqu'un qui n'a absolument rien à voir, je sais pas, Ariana Grande, Miley Cyrus, bon, c'est pareil, elles ont le même profil, c'est nul. Mais, Victoria Monet, Miley Cyrus, par exemple. Beh, ça va moins me choquer parce que bon, elles ont plus ou moins le même âge, même si elles font des genres différents, voilà. Mais par contre, par exemple, Nicki, Justin Bieber, bah, j'ai trouvé ça très bizarre, en fait. Même si, ils se touchent pas vraiment, elle a un gros tutu, même le fait de le suggérer, bah, c'est quand même bizarre, quoi. Et il y a pas mal de scènes comme ça où je me dis: «Mais, listen, why?» Voilà, hein, mais après c'est mon avis perso. Donc typiquement, par exemple, à l'époque, la controverse Miley Cyrus, Robin Thicke, je vous le dis en toute honnêteté, je savais pas si ça s'appuyait uniquement sur leur différence d'âge ou le fait qu'elles twerkaient. Et à l'époque, mon avis, et vous pouvez ne pas être d'accord à me le dire, l'impression que j'avais, c'est que c'est parce qu'elles twerkaient. Et là, j'ai repensé à toute l'histoire Tyla Usher et en fait, je me suis dit, il y avait aussi une énorme différence d'âge, en plus du fait qu'il y avait pas du tout le même public, en plus du fait qu'il y avait tout le truc avec sa femme et je sais plus c'est quoi la chanson là, Lost Without You. Enfin voilà, enfin, je trouvais que à l'époque, à la fois j'avais compris l'outrage du public américain, à la fois je disais: «Oh là là, ils en font 10 caisses, qui est-ce qu'on s'en fout?» et Et je pense que il faudrait que j'aille voir, mais moi de souvenir, c'est parce qu'elle twerkait, pas parce qu'il était plus âgé. Alors qu'ils avaient pas été particulièrement choqués par le clip de Blurred Lines qui est très, très suggestive pour un gars qui fait de la pop, en fait. On parle pas de PIMP à minuit sur Trace TV dans les années 2000, si vous vous rappelez bien. Et en fait, je me suis dit donc à la fois, il y a un bad buzz, Miley Cyrus, Robin Thicke, mais il y a aussi un bad buzz, Tyla Usher. Pour des comportements qui sont radicalement différents, il y a le même bad buzz. Ceci dit, de 2 audiences différentes. Et le pire, c'est que derrière, on a eu pas mal de gens qui ont dit, «Oui, mais elle, c'est une classy African, elle est pas comme vous». Et de l'autre côté, l'autre qui a dit: She's an uppity African». Et j'en voulais arriver à la deuxième. Je voulais arriver à la deuxième analyse que j'ai vue, de quelqu'un qui a dit: «Ce qui les dérange, c'est que ça correspond pas à l'image, de la rags to riches», l'histoire un peu l'histoire de Wizkid en fait, qui a galéré dans les slums, dans le ghetto, dans les ou même l'histoire de Magic System qui a galéré, dans les quartiers malfamés et qui est arrivé à un succès international, en fait, et qui est super reconnaissante. It's the American dream et que là, avec elle, il y a pas ça parce qu'elle a sûrement grandi très, classe moyenne, plus ou moins privilégiée à Joburg et que, bah, oui, du coup, elle arrive avec cette éducation, ce background et qu'elle a possiblement toujours tout eu dans la vie et que maintenant elle a j'ai pas envie de dire un peu plus parce que c'est quand même beaucoup plus, mais on parle pas de quelqu'un qui, avait la faim au ventre, pendant, 15 à 20 ans de sa vie et d'un coup se retrouve dans des mansions et des manoirs. On parle de quelqu'un qui avait, qui avait, dont les parents avaient les moyens pour
des cours de danse, des cours de chant, une bête d'école parce qu'elle allait dans une école, particulière. En plus du fait qu'elle allait étudier en plus un truc en gas and oil, enfin un truc très privilégié en fait. Donc ça va, ça allait pour Tyla avant tout ça en fait et que ça les dérange qu'ils puissent pas être en situation de domination, en fait. C'est-à-dire, ah, on partage un peu notre culture avec toi, donc hein, tiens-toi au calme et qu'elle arrive, attitude, 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 ce qui est pour nous faire kiffer. Mais parallèlement, enfin, voilà. Et du coup, ma conclusion sur, toute cette histoire, je voulais évoquer aussi Christina Aguilera, qui avait beaucoup d'attitude à l'époque aussi et et à qui on n'a pas vraiment fait de commentaires comme ce que Tyla, elle se prend dans la tête. Alors qu'elle, elle se permettait de, voilà, se faire son bronzage, s'habiller façon hip-hop sexy, pour casser son image de petite fille, que Miley, elle a fait pareil et il y a pas eu un aussi gros bad buzz de la part de la communauté afro-américaine. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En plus du fait que, bah, comme il y a les classifications qui sont propres à l'Afrique du Sud, ils ont pas aimé qu'elle dise pas qu'elle était noire. Sauf que pour les personnes qui sont, noires en France, qui sont allées aux États-Unis, je sais pas si ça a été votre expérience, mais moi, on m'a clairement fait comprendre que I wasn't black. Black as in the culture, as in black, African American black. On me l'a dit, par, et des personnes qui étaient blanches et latino et noires, en fait. Donc quand ils disent black, c'est pas juste, la couleur de peau ou le groupe, racial, c'est, la culture, en fait. Mais elle l'est pas dans tous les sens du terme dans son cas et le fait qu'elle ait eu l'audace de le dire et de le maintenir, ça leur a déplu complètement. En fait, moi, ma théorie, et ça c'est très personnel, donc je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas, c'est que, en fait, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de ce public-là pour réussir dans le monde entier. Elle a, toute l'Afrique du Sud avec elle. Apparemment, ce n'est jamais arrivé, pour citer, ce que les gens disent, même si, bon, c'est à nuancer. Elle a, toutes les diasporas, noires, de par le monde et elle a tout simplement tous les fans de pop, en fait, indifféremment du groupe ethnique ou de la sous-culture ou whatever, en fait. Je veux dire, elle a la même aura que Rihanna, donc a priori, elle pourra avoir la même portée sans avoir besoin du public afro-américain, comme c'est le cas de d'autres célébrités. Elle se retrouvera jamais dans une situation où ça va complètement cracher parce que même si les Afro-Américains la rejettent, elle a le reste du monde, en fait. On a bien vu ce qui s'est passé au Brésil, ça me rappelle un peu, Rihanna d'ailleurs, hem, plus le reste de l'Afrique anglophone, tous les francophones qui écoutent ce style de musique et tous les gens qui, indifféremment de là où ils se trouvent géographiquement, écoutent de la pop, en fait. Sa musique, oui, c'est inspiré de la Mapiano, mais c'est de la pop et ça, c'est quand même cool, en fait, de se dire, «Bon, je viens, je ramasse mes prix». Nous, donc le public afro-américain, ne le vit pas très bien, alors qu'elle ramasse dans sa catégorie à elle. Mais derrière, s'il lui tourne le dos, tout ira bien pour elle. Like, she good, she fine. Le dernier truc que je voulais dire sur Tyla, c'est que je trouve que c'était assez, elle a été assez audacieuse de préciser que sa musique, ce n'est pas de l'afrobeat, mais de l'amapiano en expliquant qu'il y a plusieurs genres musicaux en Afrique et qu'elle, elle représentait l'Afrique du Sud et l'amapiano. C'était, complètement inattendu, ça m'a vraiment prise de court et en fait, au début, je me suis dit: «Oui, enfin, c'est bon, ils vont pas créer une catégorie, The Best Amapiano, Award», enfin, Musical Song or whatever. Ils vont pas faire ça, mais je me suis aussi dit: «Bah, elle a bien fait de le préciser», parce que je pense qu'ils vont pas créer une catégorie plus précise que Afrobeat, comme quand il y avait World Music. Et donc elle va prendre on comprend que c'est afrobeat, c'est le prix pour les nouveaux artistes, contemporains africains, plus ou moins et elle vient à chaque fois en disant: «Merci, merci, merci, mais moi je fais de la mapiano. Bye» et je pense que c'est bien de rappeler à un public, qui n'est pas forcément éduqué sur le sujet, heu: «Merci, hein, j'apprécie, mais ma musique, c'est de l'amapiano, ou pop piano or whatever, afro piano». Plus pop piano, mais bon, je pense que c'est bien. C'est bien qu'elle ait fait ça et le fait que ça a été mal reçu,
Je trouve encore une fois que c'est un manque de distance. De toute façon, on est dans une crise de la pensée critique, et de pas mal de choses, hein. Les gens ont du mal à comprendre des choses simples, les oh là là, c'est moi ça m'agace, en fait. Après, je dis ça parce que je vois des trucs en ligne, même moi quand je m'exprime, je veux dire, je suis pas la personne, peut-être qui est la plus intelligible, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de gros soucis de compréhension, globalisés, quoi. Enfin bon, pour passer sur un autre sujet, la seule chose que je voulais dire sur le cas, Didi, c'est que l'omerta qu'il y a eu pendant des années, heu, bah, elle était très c'était bah, c'est hyper insidieux, mais c'est aussi, très calculé, en fait, et je trouve ça, assez intéressant que tout tombe maintenant, parce que on est quand même dans une crise du tout, hein. C'est pas pour faire la philosophe, prospectiviste, mais typiquement, enfin, je veux dire, je vais vous faire une phrase de philosophe de comptoir et c'est basé sur aucun aucune lecture sociologique, je tiens à le dire, mais avant, on se tournait vers les voilà, les chefs religieux, la religion, puis on s'est tourné vers les politiques, les politicards, les leaders politiques. Puis quand ils nous ont déçus, on est passé sur les célébrités et moi toute la phase, girls, feminism de Beyoncé, de toutes les autres, pour moi, c'est un peu ça, et puis ensuite là, la culture des célébrités est un peu en train de tomber, c'est ce dont tout le monde parle en ce moment d'ailleurs. Et là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que les people are big on, astrology, les astres, et en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est pas avant, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui étaient à fond sur l'astrologie, OK, certes. Toujours, hein, toujours. Donc qui lisait des bouquins dessus, qui voilà. Mais c'était un peu une passion, de bonne femme du dimanche, et puis ou alors les gens étaient plus ou moins discrets, quoi. C'est-à-dire que tu rentrais dans des relations, amicales avec eux et là, ils parlaient un peu plus en détail. Maintenant, je peux pas me connecter sans qu'on me parle de la neuvième house, du stellium, du Védou, du Radou. Donc c'est toutes les astrologies en plus qui sont complètement mélangées avec des exemples hyper pointu et précis, et même des personnes qui n'étaient pas forcément vouées à s'y connaître autant se retrouvent à être littéralement des astrologues, quoi, qui font des lectures et cetera, qui se font payer, et cetera. Il y en a beaucoup aux États-Unis, ce qui n'est pas un problème, mais je me suis quand même dit, «Waouh, on est vraiment dans une crise de leadership, de croyance», heu et je trouve ça assez intéressant. Je ne suis pas en train de dire que les gens n'ont plus leur religion, ceux qui ont une spiritualité, mais qu'avant, il y avait vraiment ce truc, «Ah, voilà, c'est le pape. Ah oui, c'est l'évêque» ou «Ah oui, tous les week-ends, tel jour, je vais à l'église» et «Ah oui, il y a l'imam qui a dit ça. Ah, enfin, je trouve que, enfin, c'est pas moi Lorraine, mais ce truc le clocher du village, ce truc-là, c'est de ça dont je parle, et même la politique, c'est-à-dire que, je veux dire, avant, c'était très clair dans plus ou moins, qui étaient les leaders politiques. Enfin, voilà, on parlait du gaullisme, et c'était même enfin, c'était lié à des grands principes républicains, de la Constitution et cetera et tout. Alors que maintenant, heu, quand on parle du macronisme, par exemple, c'est littéralement lié à du capitalisme, du néocapitalisme complètement débridé, et puis, un truc un peu libéral des marchés financiers, tout ce qu'on appelle, Startup Nation, quoi, et bon, peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, mais je me suis quand même dit: «C'est pas du tout lié à l'État». C'est-à-dire que, si je me trompe pas, tout ce que je viens de dire, c'est pas lié à des principes, étatiques ouais, je pense que cette réflexion, elle est plus à pousser, mais je me suis dit: «On peut même plus se tourner vers eux, ils sont constamment en train de mentir». Pas qu'ils mentaient pas avant, mais je trouve que maintenant, vous voyez bien ce qui se passe, c'est vraiment du foutage de gueule. On bafoue même les principes républicains et on se contrefout de la Constitution, et ce qui prouve bien qu'il y a même pas une crise de confiance, c'est-à-dire que plus personne ne fait confiance ni en la politique, ni aux politiques, et les célébrités, c'est pareil.
je veux dire, on parle de quelqu'un qui représentait la black excellence. C'est-à-dire que, je veux dire, c'était, voilà, c'était du travail comme Didi, boss comme Didi, making the band. J'en ai passé des après-midi à regarder, à refaire les chorégraphies. C'était, les gens voulaient travailler pour Bad Boy, ça représentait quelque chose, dans le rêve américain même. Et maintenant se dire que derrière, il y avait tout ça et en fait, je crois que c'est venu vraiment sonner le glas de la culture des célébrités et c'est pas plus mal, hein, je vais pas vous mentir. Voilà. Alors, je voulais parler de Doeshi qui, nous a sorti un excellent, excellent, album. Il y a des gens qui disent que c'est son Section 80, hein, comme, Kendrick. Donc ce moment un peu, de pivot, ce moment, le momentum un peu dans sa carrière. Alligator Bites Never Heal, c'est le nom de l'EP. Donc les morsures d'alligator ne se guérissent jamais. Ce qui est une très belle métaphore, un beau titre pour ce qu'elle raconte dans cet album. Je vous dis en toute franchise, je ne retrouve plus l'analyse que j'avais fait dessus. Je ne sais pas si je l'ai supprimée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais rester en surface pour l'instant. Puis quand je la retrouverai ou quand j'aurai le temps de la refaire, je ferai un épisode plus long. Mais pour l'instant, très rapidement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album. Notamment, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le marketing. C'est-à-dire, elle est là, elle se balade avec son petit alligator, elle a son esthétique, ou elle a ses nattes collées, là, enfin, un peu. C'est-à-dire que c'est pas des straight backs, quoi. C'est un peu sur le côté avec des perles au bout. Même la manière dont elle s'habille, elle est un peu dans un style. C'est assez drôle parce que j'hésite entre du Dark Academia et du Office Siren, donc les petites lunettes carrées. C'est un peu le style de, comment elle s'appelle, Chelsea Lascani dans Selling Sunset, avec une petite chemise et une petite chemise blanche et un petit polo gris par-dessus, avec de longues chaussettes blanches. Dans ce style un peu preppy, en fait, c'est presque HBCU, hein, donc les universités historically black. Et, et même tout le fait que tout soit vert, et cetera, les freestyles qu'elle publie, les petites vidéos un peu, oui, du contenu, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ça et même le storytelling autour de l'EP, c'est-à-dire que, bah, elle raconte un peu, des choses enfin pas mal même, des choses personnelles qu'elle a vécues, on sent, ses moments de doute, elle raconte, une histoire, enfin même des histoires difficiles qu'elle a eues, c'est même je parlais de crise de confiance, bah, elle c'est pareil, que ce soit en elle ou en ses amis et puis même, j'aime bien pas l'ambivalence mais en fait, c'est très touchant cet album et aussi très novateur. C'est-à-dire que, littéralement, elle a un son où elle parle à son psy et ça m'a juste fait penser à Bastard de Tyler, the Creator et bah, quoique le psy de Tyler, il est présent sur les autres albums aussi, hein, il est présent sur plein de sons différents. Donc ça, c'est clairement une inspiration de lui, ça, c'est quand même assez cool et en sachant que Tyler, il s'est inspiré de quelqu'un d'autre aussi, hein, je sais plus qui c'est mais bon, voilà. Pas mal d'inspirations différentes, ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme elle vient de Floride, il y a tout le délire autour de Swamp Sessions, donc swamp, c'est le marais et bah, vous savez, hein, la Floride, c'est ça, hein, c'était un gros enfin, à la base, toute cette région, Miami, Tampa, c'était des grands marais, il y avait les alligators, vous savez, il y a les Everglades là-bas où il y a les alligators et tout et le fait qu'elle ait pris cette esthétique, je trouve que c'est vraiment ingénieux et le fait qu'elle ait des sons où c'est du purement du rap, ou des sons où c'est du freestyle, des sons où elle chante, il y a des sons où elle chantonne, des sons où elle chante, il y a des chansons singy-songy, et en fait, je me suis dit: «Waouh, quelle versatilité!» En plus, c'est assez, théâtral aussi, tout en étant elle-même. C'est-à-dire qu'on tombe pas forcément dans du Nicki, ou même dans du Missy, même si je pense qu'elle s'inscrit quand même plus ou moins, hein, vraiment plus dans la lignée Nicki plus dans la lignée Missy que Nicki, mais c'est pas comme, Doja où on sent que clairement, l'influence c'est Nicki. Elle, on sent qu'il y a un mélange d'influences différentes. En plus, j'avais vu quelques extraits d'interviews où elle dit que c'est important pour elle de préserver, l'âme du hip-hop et c'est vrai, hein, dans cet album, on le sent, vraiment
Et heu et en fait, je vais pas vous mentir, ça m'a fait un peu de la peine parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je voulais vous parler du sujet suivant. Je voulais juste rajouter que il y a beaucoup de sons que j'ai beaucoup aimés, en fait, je peux pas en choisir un, mais Beverly Hills, Slide, c'est les sons où elle chante, j'ai beaucoup aimé. Les sons rap, il faut que je les écoute un peu plus, en fait, même si ceux que j'ai écoutés étaient déjà, enfin, c'est excellent, hein, elle rappe excellemment bien, excellemment bien. Je voulais parler aussi de, FKA Twigs et de You Sexua de, Sexua en français, hein. Hem Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle est en train de sortir un nouvel album et elle a sorti un clip où il y a 2 chansons. Il y a une première chanson, je ne pense pas que ce soit You Sexual et la deuxième chanson, ça l'est, où elle dit clairement le mot, à plusieurs reprises et la vidéo est un peu en 2 parties, en fait et en fait, ce qui est marrant avec FK Twigs, c'est que j'admirerai toujours son travail parce que c'est toujours très travaillé, les visuels sont poussés et c'est très prenant, c'est intriguant et c'est, ouais, on est vraiment dans un truc purement artistique, en plus du fait que c'est toujours en rupture avec ce qui se passe, actuellement, quoi. Dire que même quand elle a fait son album un peu plus commercial là, Capri Songs, c'était quand même très différent de ce qui se passait, dans la musique sur la scène actuelle, en fait. Et par exemple pour, Youssef Chouat, là où on est dans des vidéos très, 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 très colorées en ce moment, très TikTok, des vidéos qui sont, ouais, même très, stylistiquement travaillées, même dans la musique alternative, hein, c'est très travaillé. Bah, elle nous a fait un truc, ça faisait un peu film du début des années 2000 ou fin des années 90. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, avec un grain un peu passé, c'était très, froid, voilà. Les couleurs étaient très froides, en fait et au début, ça m'a un peu dérangée et je me suis dit: «Lorraine, c'est parce que tu as tellement l'habitude des clips, chauds, un peu comme, Gbona de Burna ou Angelina de Burna ou ben, tous les sons, bah, tous les sons de l'afrobeat, hein, même, comment elle s'appelle? Même Tems, et que ça te fait bizarre de voir quelque chose d'aussi froid comme ça d'un coup. Et en fait, ça représente bien l'univers qu'elle essaie de montrer, hein, donc pour ceux qui n'ont pas vu le clip, elle arrive en retard au bureau, quelqu'un lui dit: «Tu es en retard», elle répond pas, elle est pressée et puis, elle a une perruque, cheveux très, très courts sur la tête avec des lunettes un peu carrées, hein, donc comme on est dans l'esthétique de la office siren, enfin, vous voyez tous les délires TikTok sur le maquillage et voilà et elle commence à faire une danse avec tous, ses collègues du bureau, mais c'est une danse qui est très, très travaillée, heu, très, contemporain. Enfin, voilà, et on a les pieds arqués, pointus, en jeté, et cetera. On a des corps, vraiment qui poussent au maximum et c'est très, intriguant à regarder et ma partie préférée, c'est quand effectivement, j'avais pas remarqué, ils sont habillés en tenue de bureau et là, il y a une transition où, leur dos se s'arque, ouais et là, ils ont tous le crâne rasé et puis ils sont en sous-vêtements et c'est un peu comme si c'était pour revenir à l'essence d'eux-mêmes et c'est un peu ce qu'elle raconte en ce moment où elle dit que c'est ce c'est cette euphorie d'être, en fait. Cet état de pure, présence, en fait, qu'elle a appelé eusexual. En sachant que en fait, la traduction littérale en grec, c'est, le bon sexe quoi, bon sexe. Alors qu'elle parle pas de l'activité, elle parle de se sentir présent, heu, c'est pas un sentiment de joie en fait. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais je pense pas que j'arrive à le traduire. Dire que c'est elle par exemple, je comprends ce qu'elle a voulu dire parce que j'aime bien danser et elle dit que quand elle est dans une rave en Allemagne et elle se laisse complètement aller et que c'est pas juste: «Ah là là, je me sens bien», c'est: «J'existe en fait, je suis là et ça me donne un sens d'euphorie» et c'est comme ça qu'elle aurait appelé l'album, Yusakshua et en fait, il y a des images très rapides et il y a un côté, voilà, un côté industriel,
le complexe technocrate de je sais pas quoi, tu sais? Mais vous voyez ce que je veux dire, non? Le passage aux années 2000 et en fait, ça m'a fait penser à au clip de Madonna, Ray of Light, où tout est extrêmement rapide et c'est la musique électro de la fin des années, 90 en fait. Enfin voilà, c'est un peu ça, You sexual, c'est un peu ce style de musique-là et sauf qu'elle, elle incorpore beaucoup de danse et ouais, c'est hyper intriguant et elle déconstruit complètement et en fait, il y a quelqu'un qui a dit et c'est pas la première fois que je vois quelqu'un dire ça et elle-même, elle l'a dit, hein, parce que j'ai regardé pas mal d'interviews d'elle dans le passé, qu'elle a pas peur de de pas être belle, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pas peur d'aller complètement à l'encontre des normes de beauté, de faire des trucs bizarres, de pousser à voilà, même le corps, quoi, de pousser enfin, dans le clip, on voit des gens vraiment avec des on voit les muscles saillants, on voit les corps décharnés, on voit mais même avec des gueules, en fait, des corps vraiment particuliers et et presque enfin pas dé enfin, c'est pas décharné le terme que je cherche, mais vraiment des corps qui ont été poussés à l'extrême au nom de l'art, en fait et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'elle voulait dire. D'ailleurs, il y a eu une petite controverse parce que les gens ont dit qu'il y avait pas assez de diversité et non seulement, enfin physiquement quoi, des corps et des peaux quoi et 1°, c'est pas spécialement faux et deuxièmement, ça a créé une vague de, grossophobie parce que les gens ont dit que les personnes en surpoids pouvaient pas faire ça et je me suis dit: «Vous clairement, vous avez pas fait une école de danse parce que, il y a des gens qui sont, très, très souples, tout en étant beaucoup plus enveloppés, que la moyenne, en fait, donc c'est pas vrai». Mais par contre, je pense effectivement qu'elle, elle cherchait une esthétique où on voit que le corps est travaillé, enfin, voilà, en fait. Ce qui va pas forcément se voir sur quelqu'un, qui est très en chair, même si c'est quelqu'un qui va être un excellent danseur, très, très, très souple, enfin, je vous dis, je l'ai vécu, hein. J'ai vu des vidéos de personnes qui sont d'excellents danseurs et qui sont ce qu'on pourrait dire de manière, conventionnelle, entre guillemets, je sais pas selon quel barème, en surpoids et je l'ai vécu aussi où j'étais en école avec des personnes qui sont très en chair et excessivement gracieuses, très, très souples aussi, donc c'est faux. Donc déjà, il y a ça et ça me confirme ce truc de: «Ah, le corps qui est maltraité au nom de l'art». J'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça dans le clip, ce qui n'est pas spécialement moi pour, me déranger parce que, ça fait de très belles images et je pense que le but c'était ça. Ça fait très, accidental baroque comme on dit, c'est enfin les images, ouais baroques, comme les peintures excusez-moi, j'allumais la lumière, comme les peintures, du passé, en fait, quoi, voilà. Hem, Titien, Vénitien, je rigole alors que c'est pas du tout eux, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois que je vois quelqu'un dire ça sur FK Twigs, elle a pas peur de se rendre pas désirable, elle a pas peur de j'ai envie de dire: «Oui, mais je pense que c'est facile de faire ça si tu as déjà, de base, le joli minois», en fait. J'allais comparer justement avec Doeshi en disant que, heu mine de rien, moi le premier clip de Doeshi que j'ai vu, justement, il y a plein de corps différents, notamment beaucoup de corps, noirs, qui sont, voilà, un peu en chair comme ça. Je crois qu'ils sont un peu nus et c'est flouté et puis, elle crie et puis oui, enfin, il me semble que non seulement la chanson n'a pas marché et le clip non plus et il me semble avoir vu un ou deux trois choses comme ça qu'elle a fait où je me suis dit: «Oh là là, c'est quoi ce truc bizarre? C'est intriguant et tout» et puis ensuite on n'a plus jamais revu parce que sûrement que ça prenait pas et quand elle est venue avec «What it is, what's up, every black bone and a little down doom» dès qu'elle est venue avec ça et en tenue, traditionnellement, perçue comme désirable, alors là, ça a pris et quand elle est venue avec «She's so persuasive, a man with one enfin, dès qu'elle a fait des chansons How does it feel to be toum toutoum. Dès qu'elle est venue avec des chansons qui étaient très mainstream et avec une esthétique, certes un peu alternative, mais qu'on avait déjà vue. C'est-à-dire que
comme les gens disent, elle fait penser à Grace Jones, d'Oeshi. Ah bah là, bizarrement, ça a pris tout de suite, en fait. Ça a pris tout de suite et c'est là que je me suis dit: «Je suis pas sûre que si, Doeshi adoptait exactement la même esthétique que FK Twigs, ça fonctionnerait». Et vous allez me dire: «Oui, mais pour des raisons évidentes, elles font des choses différentes, elles viennent de cultures différentes». Certes, mais il y a une limite, que les artistes, qui sont, des femmes noires à la peau très sombre, peuvent, hein, peuvent dépasser, mais elles n'auront pas le succès attendu, en fait. Je veux dire, le son de Doeshi où elle crie et machin et qui est enfin, j'ai plus jamais revu, les images et en vrai, le son, il a pas tourné du tout et dès qu'elle est venue en faisant un truc très, 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 pop R&B qui fonctionne très bien, bah, là, ça a pris tout de suite, en fait et je trouve que c'est dommage que les artistes noirs soient régulièrement dans cette situation où tu as un délire à toi, tu as un univers à toi, mais il faut vraiment que tu fasses en sorte que ce soit, mangé et mangeable par le plus grand nombre dans la communauté noire déjà, en fait et ça m'attriste un peu. Typiquement, par exemple, pour, Alligator Bites Never Heal, enfin le son de Doeshi, enfin l'album de Doeshi, bah, je j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Pour chaque chanson, il y a du storytelling, il y a de l'introspection, il y a un background, enfin, il y a un contexte culturel, hein, donc je vous ai dit, le Marais, la Floride et cetera. Mais, il y a pas forcément les éléments qu'on a vus, enfin, il y a les éléments qu'on a vus dans le passé, mais pour qu'il y ait un attrait commercial, en fait. Alors que dans le cas de FK Twigs, j'en ai parlé dans mon premier épisode, je crois, elle peut vraiment se permettre absolument ce qu'elle veut. Même des choses pas du tout commerciales, des choses difficiles à comprendre. Enfin, la fin du clip de You Sexual, c'est pas évident à comprendre. Et malgré tout, ça me rappelle quand même. Ça parle à mon imaginaire. Je vous ai dit, j'ai pensé à Madonna, en fait. Et ça me fait un peu de la peine pour les autres artistes qui ont un délire très, très, très expérimental alternatif, qui sont noirs, hein, bien sûr, et qui n'auront jamais peut-être les mêmes audiences ou les mêmes chiffres ou la même portée parce que physiquement, ils sont pas là, en fait. Ils sont pas au même niveau ou ils sont pas perçus comme les personnes les plus désirables. Pour finir sur FK Twigs, ce qui est marrant, c'est qu'en réfléchissant à Ray of Light de Madonna, je me suis rendu compte qu'en fait, elles avaient plus ou moins la même carrière, plus ou moins, hein, j'ai bien dit, où c'est des filles qui sont arrivées en étant à la base danseuses, qui ont fait du chant et qui ont beaucoup travaillé leur corps, qui continueront à travailler leur corps. Et j'ai même presque l'impression que c'est ça qui les maintient dans l'œil du public. Enfin, dans le cas de FK Twigs, elle est très créative, donc elle aurait trouvé d'autres moyens. Mais vraiment, pour le coup, je me suis dit: «Madonna, quand il y a Hang Up qui est sorti, elle avait 50 ans, elle dansait encore, en fait» et dans le cas d'FK Twigs, elle est arrivée en dansant, 10 ans, 11 ans plus tard, elle est toujours en train de danser. Ce qui montre quand même, mais je ferai un autre podcast, c'est un peu long là, ce qui montre quand même que quand tu as, cet élément-là de danse qui est intégré à ton l'intégralité de ton œuvre artistique, bah, tout est plus simple, en fait. Tout est plus simple, tu peux exprimer plein de choses par la voix, par les paroles, par la musique, par les visuels et aussi par le corps et pour moi, aujourd'hui, une des artistes qui représente le mieux ça, c'est elle, en fait. Heu, enfin, la transition dans le clip de You Sexual où, ils ont tous des cheveux, hein, ils ont tous des cheveux et là, ils tordent leur corps et ils sont en sous-vêtements et ils ont tous les cheveux rasés. Certains avec des queues de cheval comme elle avec des dreadlocks et d'autres non. Moi j'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu ça et je me suis quand même dit: «Elle pousse vraiment son délire à fond» et d'ailleurs, truc qui m'a fait rire, c'est que ça m'a un peu fait penser à Industrie. Je regarde pas la série, mais je sais que tout le monde en parle. Toutes ces séries sur le bureau, le stress du bureau et puis en plus comme elle est métisse et qu'il y a une des personnages dans Industrie qui est métisse aussi, je sais pas si c'est volontaire ou non d'être inspiré d'elle ou pas, mais ça montre quand même que, je sais ce qui se passe culturellement, quoi et ça, c'est plutôt, cool. Pour finir, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'avais fait un podcast dessus que j'ai pas le temps de publier, donc je pense pas que je vais le publier. Mais,
je voulais parler vite fait des Emmy Awards qui, alors, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs des victoires sont sur des séries qui sont très dites, hein, très, indé et ou alternatives ou avec un storytelling particulier. Donc déjà, on a eu The Bear, j'étais trop contente pour, l'actrice qui joue Tina parce que c'est un de mes personnages préférés dans la série et qu'elle a vraiment bataillé, hein, pour cette carrière d'actrice, donc j'étais très heureuse pour elle. Et c'est une série qui, à la base, était une série complètement indé, en fait. Ils pensaient jamais qu'ils allaient avoir le succès qu'ils ont eu. Et puis, il y a toute la polémique sur est-ce que c'est une série comique? Pourquoi est-ce que cette série gagne dans les catégories comédie alors que c'est pas drôle? Et je sais pas si vous avez bien regardé The Bear, mais cette série, elle a à mourir de rire. Je veux dire, il y a pas un épisode où je rigole pas. Et je pense que les gens ont un peu du mal ou quand il y a du vrai mélange des genres, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dramatiques dans The Bear, mais justement, le drame, il est dans la comédie. Autrement, autrement ça fonctionne pas, en fait. Je veux dire, quand quelqu'un tombe, bah, tu rigoles, toi, ça te fait rire, mais c'est un drame pour la personne, c'est un peu l'idée. Donc très contente pour eux. Pareil pour, Baby Reindeer, j'ai fait tout un épisode dessus, je le sortirai justement. Où, c'est une histoire qui est étrange, choquante, bizarre, mais bon, je me réserve pour le podcast en question et qui a gagné aussi alors que c'était vraiment complètement inattendu et c'est pareil pour Shogun que je n'ai pas regardé encore, donc je peux pas trop m'exprimer sur le sujet et je sais pas trop si vous êtes au courant, mais en ce moment, les réseaux de télé, de streaming et tout le monde en fait, Hollywood est à moitié en train de tomber où, il y a plus d'argent, les gens sont très frileux de sortir des séries, de faire des séries, sur du storytelling bizarre. Ils insistent pour utiliser de la propriété intellectuelle qui est préexistante. Donc, c'est pour ça qu'on a des reboots de reboots de reboots de reboots, ou enfin voilà, on a une énième série Harry Potter. Et voilà, il se passe la même chose que plus ou moins dans la musique en fait, où dès que j'écoute une chanson, c'est une reprise d'un son des années 2000 en fait. Et, hem et en fait, ça montre en fait qu'il faut prendre des risques et il faut faire confiance à des petites séries indépendantes et plutôt que les mêmes choses qu'on voit à la télé ad vitam aeternam et ou, ad nauseam d'ailleurs. Et j'étais vraiment contente pour, notamment pour, The Bear et Baby Reindeer. Shogun, j'ai pas vu. Parce que c'est vraiment des séries que j'ai appréciées et je sais que c'est pas forcément le cas de beaucoup de gens, hein, parce qu'il y a un rythme qui est particulier, hein, dans The Bear et Baby Reindeer, c'est très violent. Donc mais je me suis dit, heu, des fois, faut vraiment faire confiance aux underdogs comme on dit et un peu s'éloigner de voilà, c'est-à-dire que Netflix, par exemple, il y a plein de séries, coming of age. Autant c'est un genre que j'ai affectionné en grandissant et que même quand j'étais adolescente, jeune adulte, j'affectionnais encore. Mais c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour des bandes d'adolescents à Londres, qui ont un délire particulier. Je pense qu'on a voilà, on a vu. Pareil pour les Américains, on a fait le tour de la fille populaire qui finit avec le sport. C'est bon. Je veux dire, c'est bon et voilà. Mais bon, peut-être que dans mes prochains épisodes, je me concentrerai sur une autre région du monde parce que c'est vrai que je suis très tournée vers eux. Voilà. En espérant que vous avez apprécié ce podcast. C'était relativement long, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait un radio débrief et bon, peut-être que vous l'aurez écouté en plusieurs fois. N'hésitez pas à partager cet épisode et je vous souhaite une excellente soirée. Bisous. J'ai oublié d'expliquer que le terme appétit africain, déjà, il était vraiment pernicieux et très condescendant et presque et classiste, mais enfin, dans le sens où c'est un peu en mode ce commentaire que cette personne a fait, qui est en plus apparemment une personnalité digitale importante, je la connais pas. C'est très non, mais en fait, t'es pas censé te comporter comme ça pour qui tu te prends en fait. Genre, comme si c'était une oxymore appétit africain, alors que j'ai rigolé parce que quelqu'un a littéralement traduit ma pensée et a dit You've never met a real uppity African because I guarantee that they are worse than that. Et en fait, j'ai rigolé parce que je me suis dit c'est totalement vrai, en fait. Euh, pour le coup, uppity, ce serait quelqu'un d'une classe vraiment supérieure sur le continent africain.
et je sais pas si, vous avez regardé, les téléréalités américaines, africaines pardon, African Young and Rich ou Famous, je crois que ça se passe en Afrique du Sud justement, ou même dans votre, pays à vous, si vous avez déjà ren pour, si vous avez déjà passé du temps avec cette classe-là. Mais je enfin, enfin, c'est même pas comparable avec le comportement un peu, il y a même des moments où elle est un peu timide, ou anxieuse, Tayla en fait, timorée, voilà, je crois que c'est le terme des fois, hein, pas tout le temps. C'est vraiment, je me suis fait la réflexion, vous avez jamais rencontré des personnes d'une vraie classe sociale bourgeoise en Afrique, en fait, et ça m'a fait beaucoup rire quand quelqu'un a dit ça. Je dis: «On a tous eu la même pensée, quoi». Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez m'envoyer un message, c'est sur lorenradiopodcast@gmail.com. Vous passez une excellente soirée. Bisous.